D'abord, je vous remercie d'être venu par ce froid glacial et pré-neigeux. Je remercie Olivier Chaudenson de nous accueillir et je remercie Martine Saada qui a édité ce roman. Trésor caché. Elle n'eut pas le courage de rentrer chez elle directement. Elle passa par le rond-point, elle attendit un bon quart d'heure au feu, elle se gara en double file devant la boulangerie. Il n'y avait personne, elle laissa le moteur allumé, elle se précipita, une demi-baguette, un pain à l'épeautre. Elle revint en courant à la voiture. Posant le pain sur le siège arrière, elle vit le petit corps entouré du plaid. Elle vit une sorte de momie de douleur. Elle eut un hoquet de sanglots. Elle claqua la portière, revint s'asseoir à l'avant, posa son front sur le volant, pleura tout son soûl. Elle revenait de chez le vétérinaire qui avait dû piquer le vieux chat Père qui venait juste d'avoir 17 ans. Père, le petit père avec lequel elle avait vécu 17 ans, qui l'avait accompagné jour après jour, aube après aube, soir après soir, pendant 17 ans. Qu'elle avait aimé jour après jour, soir après soir, nuit après nuit, réveil après réveil, petit déjeuner après petit déjeuner, pendant exactement 17 ans. Vous êtes d'accord ? Il souffre trop, lui avait dit le médecin. Elle avait acquiescé, bougeant brièvement le menton qui déjà frémissait, pressentant que les larmes auraient gagné sa voix si elle avait ouvert la bouche. Elle avait tenu le petit dans ses bras jusqu'au dernier instant. Elle le tenait si fort contre son ventre qu'elle le sentit mourir, une tension subite, deux petits spasmes si doux contre son ventre. Voulez-vous qu'on l'incinère ? Je préfère l'enterrer moi-même dans le jardin. Elle murmure doucement tandis que les larmes s'écoulent sur ses joues. Je l'enfouirais près de la rive où il aimait à m'attendre. C'était sa grille, c'était son coin, c'était son jardin. Alors le vétérinaire l'avait enveloppée doucement dans le drap en papier, puis, arrivée à la voiture, elle avait enveloppé le drap en papier à l'intérieur du plaid qui était toujours posé plus ou moins en tire-bouchon sur la plage arrière. Elle avait délicatement couché le petit corps tout bandeletté de laine. De retour chez elle, elle entra à la voiture dans le garage, éteignit la lumière, referma la porte coulissante. Elle voulut monter à la cuisine avec le pain qu'elle avait acheté, mais soudain, elle ne put pas laisser son chat dans le noir, dans la voiture, dans le froid. Non, elle ne pouvait pas le laisser dormir dans le mauvais air empuanti de fioul, de peinture, de carton humide du garage. Elle retourna sur ses pas, ouvrit le vent, le prit dans ses bras. Dans la chambre, elle l'ôta du papier, elle le toiletta en pleurant, elle le peigna, elle l'emmitoufla dans le pull auquel il préférait s'agripper, où il aimait tant enfouir son museau sous son sein pour y fermer les yeux dans la douceur soyeuse, dans l'odeur et la chaleur de sa poitrine. C'était un pullover très doux en cachemire noir, qui était aussi doux que son chat était doux, aussi noir que son chat était noir. Les franges étaient tissées de fils d'or. Il s'appelait Père, elle s'appelait Louise et elle l'appelait Père. Parfois, elle l'appelait Pérosse dès qu'il lançait ses pattes en avant et les secouait l'une après l'autre avant qu'il boive pour les égoutter d'une eau imaginaire. Père, Pérosse, Périgord, comme il dormait. Pour la nuit, elle installa le chat dans son pullover enveloppé dans le plaid étendu sur le lit dans l'ancienne chambre de sa fille. Le lendemain, dès que l'aube fut là, en chemise de nuit, elle descendit au jardin, il pleuvait. Elle retourna, enfilait un ciré sur sa chemise de nuit, chercha sur le porte-manteau le chapeau jaune du ciré, enfila les sabots en caoutchouc, sortit,
alla prendre la bêche dans le cabanon, longea la rivière, erra, revint sur ses pas, tourna autour de la grille, furetant, scrutant où elle pourrait creuser. Tout se tut tout à coup. Près de l'eau, sous le chèvrefeuille, près du pilier de la maison de l'eau, elle décida de l'enterrer. Tous les matins, quand il faisait son tour après le petit déjeuner, depuis qu'il était tout petit père, Périgord, revenait par là, levait son museau, se dressait, lançait ses pattes, jouait avec les feuilles les plus basses du chèvrefeuille qui se tortillait au-dessus de la terre, au-dessus de sa propre racine et des cailloux. Ainsi, son petit corps serait-il surmonté, serait-il fécondé d'une odeur qui avait eu sa préférence depuis les premiers jours, une odeur de miel et de merveilles blondes, d'air frais du fleuve, de terre constamment humide. Un parfum qui durait longtemps, si longtemps, qui traversait les saisons. À cet endroit, la terre était tellement détrempée qu'il était facile de creuser sous la gouttière à côté du vieux pilier de pierre qui soutenait l'auvent. Louise creusa très profond. Elle alla chercher le corps léger et immobile sur le lit de sa fille. Elle descendit précautionneusement les escaliers en le portant si fort contre elle. Elle s'agenouilla dans la terre meuble. Elle déplia le pullover noir aux franges d'or et, dans la laine noire sombre et terne, elle le revit dans sa fourrure elle-même si noire, si luisante, si belle. Elle caressa cette fourrure où elle avait si souvent plongé ses doigts. Elle toucha du bout des doigts les traits de son visage, ses yeux clos, le bout de son museau devenu tiède avec la mort. Sa moustache si sensible devenue inutile. Ses oreilles si mobiles qui ne frémissaient plus. Elle toucha son silence. Elle était comme heureuse de le voir, pourtant si beau, si reposé, si flegmatique, si calme. Elle n'avait pas envie de pleurer. Elle posa le chat mort et devenu léger au fond du trou. Elle ramena au-dessus de lui, au-dessus de sa bouche, de ses narines roses, au-dessus de ses paupières, les deux manches du pullover en cachemire, tira la laine souple sous lui, l'étira et la lissa autour de lui et sur lui. Puis elle le recouvrit, saupoudrant doucement la terre au-dessus de la laine et de la silhouette du corps. Tandis qu'elle émiettait lentement les mottes de terre, il y eut une sorte de vide. Elle cessa d'épandre la terre. Elle se leva subitement. Elle alla chercher, près de la véranda de la cuisine, dans la petite serre, un sac en plastique qui contenait des gros oignons de dahlia. Elle déchira le bord du sac, précautionneusement avec les mains dans la profondeur du trou, formant un cercle tout autour. Elle sépara la terre et même plus loin jusqu'à la marche, le long du mur de la maison qui donnait sur l'Yonne. Elle prépara soigneusement la terre. Elle alla chercher l'arrosoir. En arrosant la terre autour des oignons, elle trouva une pièce d'or. Elle se mit à genoux et trouva une autre pièce d'or. Elle reprit sa pelle et recreusa entre le pilier et la marche. Elle mit au jour une vieille boîte en bois toute décomposée. Elle tenait dans ses doigts le couvercle brisé, à moitié pourri et plein de moisissures. L'odeur d'humidité était si forte, mais sous le tissu détrempé, couvert de terre, comme cela brillait. Elle déterra entièrement la boîte qu'elle avait éventrée avec le fer de sa bêche. Elle était pleine de pièces d'or, un bracelet en or. Le fond était en plomb. Elle parvint à l'extraire sans qu'il se rompe tout à fait. La boîte était aussi petite qu'elle était pesante. Elle la posa au soleil sur la marche. C'étaient des louis anciens, c'était une monnaie très ancienne. Maintenant, il y avait 2 bagues qui étincelaient. Elle avait perdu un chat qu'elle aimait et qui, en s'en allant,
lui laissait un trésor. Elle se releva et alla déposer la vieille boîte détrempée, le couvercle de cuir qui s'était détaché, les louis d'or, les bagues, le bracelet, dans un rayon de soleil sur le paillasson de la cuisine, au-dessous des cerceaux de la vigne. De nouveau, elle revint au trou boueux, prit un sac de terreau et remit beaucoup de terre. Elle versa un peu d'engrais dans le trou auprès de la marche, au-dessus du cachemire et du chat. Elle ameublit la couche de terre. Elle planta soigneusement les oignons de dahlia, tout près de la surface, arrosa encore, ratissa, égréna des petites graines de pelouse sur la motte de terre que les pluies allaient résorber. Elle travailla près d'1 heure à cette tombe. Parfois, elle pleurait. Parfois, elle riait. Elle ratissa encore et contempla, recula, admira, rangea la pelle, le râteau, le bidon d'engrais, le sac de semences. Elle désira prendre une douche. Elle enjamba les pièces d'or sur la marche de la cuisine. Au premier étage, elle se lava tout entière, y compris les cheveux, afin de s'éloigner tout entière de la mort, pour se désassocier complètement du pouvoir de la mort. S'habilla au plus simple, un t-shirt gris, un pantalon jaune comme du sable, de vieux mocassins en cuir mou. Elle redescendit à la cuisine, se prépara un café, il ne pleuvait plus. Elle alla voir la tombe et en fut satisfaite. Puis elle revint et s'assit avec sa tasse près du paillasson sur une des marches de la cuisine qui donnait sur le jardin, sous les cerceaux qui soutenaient les feuilles et les restes des grappes de l'été précédent, à côté de la petite boîte que le fer de sa pelle avait crevée, à côté du couvercle de cuir qui s'était éclairci en séchant. Elle exhuma une autre bague. Elle essaya les 3 bagues, comme elles étaient souillées et belles. L'une d'entre elles, surtout, qui croisait 2 rubis. Elles étaient à sa taille. Il y avait un petit serpent aux pierres vertes qui s'enroulait sur lui-même. Petit fragment de l'émeraude qui formait les écailles brillantes. Ce qui n'allait pas pour l'annulaire convenait au majeur. Que ses doigts étaient charmants avec elle. Elle fouilla encore. Il y avait des Napoléons. Enfin, un lingot couché sur le fond de plomb. Le tout séchait au soleil. Quelle surprise! Que ce café était bon! Quel bonheur! Elle alluma une cigarette, une des cigarettes qu'elle appelait Maryland en souvenir de sa mère, de sa grand-mère, en souvenir des souvenirs qui se perdaient au fond de la mémoire. Elle regarda au loin le bas du jardin, la rivière, le ponton, les aunes, la grille, la petite maison, le pilier de l'auvent aux chèvrefeuilles, la terre remuée et ratissée et la tombe invisible. Plus loin, au loin, les oiseaux qui voletaient dans les branches des aunes et du noisetier sur le bord de la rivière. Les bergeronnettes des ruisseaux sur les orties et les iris. Bergeronnettes au ventre vert et aux joues jaunes. Elle rêva. Elle ne dit rien à personne. Elle pensa appeler sa fille, Claire, qui avait 31 ans, qui vivait dans un joli appartement face à la mer sur le port de Barcelone, mais elle se garda de le faire. Même à son père, elle ne dit rien. Sur Internet, elle vérifia l'origine et la valeur de ces pièces d'un autre temps. Elle examina les différents lieux de vente. Elle se renseigna. Elle voyagea. Poussa la porte des joailliers, connut des sertisseurs, obtint des polissages d'une beauté dont l'attrait augmenta au fur et à mesure qu'elle en devint familière. Son travail lui permettait de bouger autant qu'elle le voulait. Elle reprenait et corrigeait des manuscrits pour différentes maisons d'édition. Elle travaillait en freelance. Son bureau, c'était son ordinateur. Son employeur, c'était son cerveau. Elle devint un peu experte numismate. Elle finançait de la sorte des voyages plus lointains. Elle écoulait quelques splendeurs quand elle se rendait à l'étranger et qu'elle souhaitait se choyer
se bien traiter dans les hôtels où elle descendait. Où que j'aille désormais dans ce monde, je vais d'abord au fleuve. J'ai soif d'eau. Je suis comme impatiente. Je demande au chauffeur de taxi, avant que nous allions à mon rendez-vous, avant d'aller à la bibliothèque, avant que nous nous rendions chez le bijoutier de la rue principale, allons d'abord au fleuve. Je veux voir l'eau qui coule au milieu de toutes les rues. Je désire passionnément la voir. Je veux la désempaqueter de la ville qui l'enserre parce qu'elle est tellement plus ancienne qu'elle, parce que c'est à cause d'elle que la cité s'est édifiée autour de ses rives, de son estuaire, de sa baie autrefois. Parce que, avant la première barque, avant la première cabane, avant le premier ponton, elle l'a aimé. Dès que j'aperçois le courant, l'eau obscure, j'indique au chauffeur un endroit pour s'arrêter. 2 minutes. J'ouvre la portière, je ne prends que mon sac et mes cigarettes, je laisse mon manteau, ma valise, je descends. J'entre dans les jardins qui bordent l'eau, ou encore je m'arrête sur le quai qui la surplombe. Rivière, chute d'eau, étang, fleuve, lac, mer, je les découvre et mon regard s'y égare, mon esprit s'y enfuit. Je les contemple en quelque état de destruction que je puisse les surprendre. Aussi souillés qu'ils soient, j'aime voir l'eau qui passe. Cela m'apaise. J'en examine les berges, les recoins, les arches. J'en respire longuement l'émanation particulière où se discerne désormais jusqu'à serrer la gorge l'odeur de mazout, du fioul, de l'eau de riz bouillie, de l'eau humaine. J'arrivais à Metz. C'était une sorte de Venise. Maintenant, pour se reposer, un peu de musique. Une voix de femme. C'est une curieuse histoire, c'est le preneur de son qui m'a envoyé ce disque sans me dire son nom. Je n'ai même pas pu le remercier. Il m'a dit « Vous allez pleurer ». À chaque prise de son, je pleurais. Et j'ai pleuré, vous aussi, vous allez pleurer. C'est Barbara Baradas qui chante Fayer, une pièce de Fayer, Consummatum Est. Lénie.
Elle a enfilé un imperméable. Elle emprunte la ruelle étroite qui mène à la cathédrale. Elle porte à son épaule un cabas. C'est la fin de l'été. Elle va au marché, elle voit derrière le carreau de la fenêtre, dans la ruelle, le bras d'une femme qui repasse. Elle s'immobilise. Cette vision se mêle à son propre reflet. Ce mouvement si régulier de va-et-vient fascine l'attention, apaise le mouvement du cœur. Une odeur de linge chaud remonte du plus beau de l'enfance. On rentre de l'école, on mord une tartine de beurre. Quel bonheur! Il y a de somptueuses tristesses qui deviennent du bonheur. Immobile, elle regarde le bras qui va et vient sur le linge, sous le fer. Ce linge est si blanc et si lisse. Soudain, quelqu'un s'en va. Un jour s'achève. Tout ce qu'on aimait disparaît. L'été quitte le lieu. On croit qu'on va être très malheureuse, mais non. C'est une tristesse. Ce n'est pas une colère, ce n'est pas une panique, ce n'est pas un malheur. C'est une tristesse. C'est la faveur d'une tristesse. On ne peut en vouloir à rien de rien. On ne peut se plaindre de personne à personne, mais c'est une tristesse. C'est apparemment quelque chose de triste, mais au fond, ce qui attriste, dans la tristesse, c'est une émotion qui est encore heureuse. Langueur encore émerveillée de ce qu'elle a perdu. Elle l'a perdu, mais elle en ressent le poids, l'intimité. Elle en préserve toute la chaleur, certainement l'odeur et presque le contact. Elle y rejoint la paix, ou du moins une sorte de somnolence. Et au fond de cet assoupissement, de ce sommeil, se prépare une sorte de rêve. Ce qui a été perdu n'est pas encore absent. C'est même un talisman qui assure du bonheur dont tout simplement l'attristement témoigne. Un peu comme les songes matinaux promettent à chaque fin de nuit les aubes, même s'ils se perdent dans les labyrinthes, même si on est contraint de se glisser sous les soupentes au cours d'efforts démesurés. On aimerait avoir le courage de fêter à sa mesure le bonheur qui s'en va sans retour. Car cet évanouissement, lui aussi, est pur enchantement. S'évanouissant, c'est douceur, c'est pure beauté. Mais il est tellement plus rare à éprouver, à savoir l'éprouver. Il est la rareté même dans l'expérience. C'est la mort. Je pousse la porte de cuir de la cathédrale de Sens. L'intérieur de l'immense nef est rempli d'échafaudages. Il faut passer par l'allée droite. De grands voiles en plastique blanc tombent. La voûte pèse sur les épaules alors que je m'assois tout à coup. Je suis assise sur une chaise en paille. Je me suis assise juste devant la grille où Abélard a été encagé jadis après avoir été mutilé. Un jeune prêtre passe devant moi, il est très beau. Il se penche, il ouvre la petite porte d'or ou de cuivre. Il franchit la grille si basse qui sépare du chœur. Comment me confesserais-je maintenant que je suis devenue une femme presque vieille? Telle est la question que subitement je me pose, assise sur ma chaise de paille, contemplant le prêtre en surplis qui range, au bout de ses longs doigts blancs, des recueils de cantiques recouverts de plastique transparent. Oserais-je dire au jeune prêtre en confession que l'odeur de crottin est celle que j'ai préférée dans ce monde? Je regrette tellement les chevaux de ferme, la beauté massive et immense des chevaux, de l'arrière-train des chevaux. Mon enfance dans l'Orne erra entre le crottin et la bouse.
Comment avouer, laisser échapper, murmurer, agenouillé dans le confessionnal, les deux lèvres touchant les croisillons de buis? Vous savez, mon père, même l'effluence si puissante de mon urine quand je sors de mon lit, giclant dans la fin de la nuit, m'emplit de bonheur. Mon père, je suis venu me confesser de pensées coupables, où j'enfouis mon visage quand je m'endors, je l'aime comme je l'aime. Se détache-t-on jamais de la douceur du sein ancien sur le bord de sa lèvre, contre sa joue, du bout du sein, du bout du pouce, de l'ongle, du bout de cigarette chanceuse et rouge et blanche qu'on tête avidement? C'était mon père suçant l'enduit de nacre et le petit fourneau recouvert d'argent de sa pipe d'écume, en songeant à maman qu'il avait abandonnée. Avance-t-on dans l'âge? C'est si curieux à dire, mon père, c'est impossible à confesser. C'est encore plus curieux à penser, alors que les trois hommes avec lesquels j'ai vécu sont morts. Mon père du temps de l'Aigle, Jean du temps de Metz, Luigi du temps d'Ischia. Quand je considère les quelques garçons avec lesquels j'ai vécu, il me faut dire, père, mon petit chat, c'est toi qui as été l'amour de ma vie. La fumée désordonnée et suave, délicieuse de mes cigarettes, partout dans mes jours, mes compagnonnes, mes flambeaux du soir, mon père, ce parfum m'émeut plus que l'encens de votre encensoir d'or, que le pot couvert d'escarboucles qui contient la pâte de la myrrhe, que tous les trésors des rois mages. Elle passe de nouveau devant la repasseuse. Ce que la repasseuse repasse, qu'elle déplie sous ses doigts, ce sont les vestiges de l'amour que la jeune femme de l'hôtel d'à côté lui a apporté après avoir fait les chambres. Ce sont des reliques. Quand on vide la machine à laver, on croit étendre des petits mouchoirs brodés, suspendre des sockets, des slips, des t-shirts, des soutiens-gorge, alors qu'on accroche sur le sèche-linge des parcours, des itinéraires du bonheur, des fatigues, des larmes. Je me penche, le bracelet d'or blanc qui est devenu trop grand pour mon poignet, un peu aminci par le temps qui s'écoule, par la faim qui se raréfie, tombe dans le trèfle et dans les escargots. Signe qui tombe sur la terre toute noire comme une petite fulguration. Il brille comme un petit météore. Assise par terre, au milieu de ma robe, je l'ai retrouvé dans les pissenlits. J'y ai glissé les doigts. Je l'ai remis aisément à mon poignet. Que cet or est pâle. Où sont les parents qui me réclameraient un jour? Où sont les bons génies qui me soulèveraient de terre, qui me saisiraient dans leurs bras, qui me blottiraient contre la douceur de leur ventre, qui murmuraient « ma petite », qui soutiendraient doucement ma nuque et me baiseraient les paupières et les joues? Ont-ils jamais séjourné sur la rive de ce monde? D'où me viennent dans ce cas ce mouvement du corps qui se tend vers cette sensation, ce regret qui appelle au plus profond de l'âme? J'ai tout à coup besoin de tourner le dos à la lumière du passé, car nous avons tous besoin d'oublier cet étrange souvenir, l'abîme de la mort. Car la mort n'est pas vraiment un avenir. La mort est un souvenir qu'a laissé la naissance. Je me mets au piano, je respire profondément et je retiens mon souffle comme si j'allais plonger. L'eau chante. Cette femme très belle assise sur son banc, le long de cette ligne sur l'eau, au visage creusé et blanc, elle est sous le pommier aux petites pommes roses qui ne se mangent pas tant elles sont dures et acides à ses lèvres. C'est le soir. Sa silhouette est dissimulée par les branches de l'aune.
parfois à midi, car il y a des nocturnes à midi. Puis ce fut l'hiver, car il n'y a que des nocturnes dans l'hiver. Puis ce fut le printemps, là, il n'y a que des visages. Tout pousse, tout apparaît, il n'y a plus que des visages. Mais il n'y a qu'un visage, l'aube est le visage du monde. Tout devient fleur dans cette lumière. Et même dans ce qui se fane, quelque chose éclot. Même l'autre côté invisible du corps est un visage. Même l'adieu est un visage. Tout y supplie comme le regard des chats qui ne sont plus, vous observent encore. Ils vous attendent de l'autre côté du monde. Ils gardent pour vous l'autre côté du monde. Enveloppée d'un vaste châle à chatons de saule, elle attend comme il l'attendait. La brume d'eau qui couche les herbes quand les premiers rayons de l'aurore la font naître, qui avale les têtes blanches et touffues des trèfles. Fleurs, vous buvez doucement, sans bruit, sans fin, une eau qu'on ne voit pas. C'est le jardin d'Éden. Je touche à l'âge d'or. Le bonheur ne tombe pas du ciel car c'est d'abord une nuée qui se tient au-dessus de nous et qu'il s'agit de déceler. Il faut doucement lever la main sans que cette dernière frissonne. Le bonheur est extrêmement farouche. Il faut savoir l'accueillir. Le bonheur n'est pas comme le plaisir qui prend de vitesse sa propre attente, qui la trompe presque, qui préfère soudainement se perdre dans ce qui l'embrase. Le bonheur pose 1000 difficultés d'ambassade et surtout de réception. Il est comme l'ange ou le fantôme ou la fumée, sa forme ou son odeur, l'oiseau, son chant, le fantasme, son onde. C'est quelque chose qui a une source et qui revient. Le perdu revient dans le bonheur. Il faut savoir traduire le bonheur dans les jours où quelque chose d'avant les choses, d'avant le jour, revient de la fusion et du temps et de la nuit. Il faut savoir fêter l'enfant prodigue, recevoir les bras ouverts le petit qui s'est perdu, le chat qui s'est égaré dans un autre jardin, qui a glissé de gouttière en gouttière sur le toit d'un garage trop lointain, sur les petites tuiles d'un bûcher étranger. Il faut savoir hériter tout à coup de la brusque extase qui est sur le point de s'évanouir, du mot ancien qui réapparaît, d'un prénom miracle, d'un tutoiement subit dans les phrases particulières des heures. Il faut savoir profiter de la résurrection à l'intérieur de sa vie. Elle revoyait ce petit rouge-gorge voltigeant, virevoltant, empalant une sauterelle sur une épine, constituant son garde-manger. Il en mangeait la chair et en laissait tomber, au pied de l'épine, les pattes et les ailes. J'ôte l'anneau du piquet-le-fer enfoncé dans la terre de la rive. Je laisse retomber la chaîne à l'intérieur de la barque, monte sur le treillis de bois du plancher qui vacille. J'ai un affreux souvenir de père, mon chat soudain, s'acharnant sur le merle aux ailes déchiquetées, sur le carrelage de la cuisine, le merle palpitant encore sur les marches de l'escalier de la grande maison. Père le regardant passionnément, avec une espèce d'enthousiasme, le regardant déchanter, mourir. Je ferme les yeux pour effacer ce souvenir. Je les rouvre en sorte de glisser les rames dans les dames de nage, voguer encore, quitter les vernes au fond des vernes, les zones, traverser le rideau de ces arbres qu'on appelle des saules. Je rame vers l'île, quitter le monde et fatiguer mes bras, ne pas déranger les poules d'eau et les ragondins, contourner les canards, les colverts, les souchets à la tête toute verte, les tadornes mélancoliques. Soudain, au fil de l'eau, au milieu du courant, ouvrir les bras et délaisser les rames.
ouvrir la porte du réel en le contemplant tellement, tellement qu'on y meurt? Faut-il se glisser dans la mort en oubliant tout? Faut-il se hâter de mourir en répugnant radicalement à l'idée de mourir? Ou faut-il pénétrer dans l'ombre avec le maximum de souvenirs, ou bien affreux, anxieux, ou bien délicieux, féeriques? Faut-il quitter son royaume accompagné du trésor le plus thésaurisé? Faut-il sortir toujours plus nue et hurlante comme lorsqu'on est jailli des premières lèvres? Faut-il même en mourant sortir? Même en expirant, surgir encore comme en naissant, brûlé, défaite, tous les sens en alerte, en larmes, éblouis? Des innombrables miettes de lumière soudain s'échappent du fond de la nature, de l'eau, des buissons, des herbes du sentier, des arbres. Une bergeronnette du ruisseau minuscule qui ne pèse pas 10 grammes, le ventre tout dodu, jaune d'œuf, la bavette noire, aux sourcils blancs, s'est perchée sur la rame de la barque. Sous son manteau de cendre grise, son œil cerné de blanc regarde. Et son pauvre costume d'élégant, ses lins pâles, ses chemises légères comme un voile et aussitôt froissées, son chapeau de brun de paille noire qui protégeait ses yeux du soleil. Pauvre squelette que j'aimais, pauvre sexe si long et dur dans le noir, si rare dans le souvenir du peu de nuit que le hasard, la débâcle, la hâte, la mort m'ont consenti. Quel péril sublime qu'une seule nuit d'amour qui déverte sa paix soudaine et son odeur de semences et de sources. C'est le franchissement d'un fleuve, debout sur une barque instable, à l'aide d'une perche, dans le brouillard qui se décompose, émergeant du fond de la nuit pour s'en éloigner à jamais. Ou finalement, pour se perdre au fond d'elle qui est au fond de nous.